Merci de nous rejoindre pour cette 13e édition des Ateliers républicains, organisée chaque mois par Elnet en collaboration avec Gérard Rabinovitch. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous aujourd'hui Marc Nobel, historien et essayiste, qui vient de publier Cyberhaine, propagande et antisémitisme sur Internet aux éditions Hermann. Dans cet ouvrage, préfacé par Pierre-André Taguieff, que nous avons eu avec nous il y a quelques semaines, Marc Nobel met en lumière l'ampleur inégalée de la cyberhaine et les manières d'y faire face par une régulation volontariste et efficace. Gérard, je te cède maintenant la parole pour une présentation plus approfondie du sujet et de notre auteur. Merci beaucoup, Sarah. Et postfacé par Smaïn Lacher. Oui, je n'ai pas oublié, merci, mais je vais le rappeler. Pour l'ajout. Bonjour à tous, bonjour à Sarah, à Charlotte, à Arié qui doit nous rejoindre, et puis à toi, Marc, bien sûr, dont j'apprécie tellement la détermination, l'engagement, l'intelligence et la simplicité depuis fort longtemps, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Tu seras obligé de supporter tous ces compliments, tu feras un effort. Il va s'agir, en arrière-fond scénique de la séance d'aujourd'hui, d'une malencontre. La malencontre de l'illusion du progrès technique comme vecteur d'émancipation pour la vie humaine avec l'intangible et permanente réalité de l'humanité ordinaire. Malencontre tout entière contenue dans une hétérochronie, une non-contemporanéité, comme disait Ernst Bloch, en chroniqueur philosophique de l'assaut du nazisme vers le pouvoir et ses instruments promis à l'affermage. Télescopage de temps, de mœurs, d'époques de mentalité hétérogène. Malencontre qui faisait dire à Théodore Adorno dans l'après-coup du Zivilisationsbruch, de la rupture de civilisation que signale l'avènement du nazisme, je le cite, « Aucune histoire universelle ne conduit du sauvage à l'humanité civilisée, mais il y en a probablement une qui conduit de la fronde à la bombe atomique. » Et qui avait fait formuler, par Sigmund Freud, en anticipation lucide de ce qui s'annonçait, ce constat à rebrousse-poil de la doxa éclairée de son temps. Nous trouvons avec étonnement que le progrès a conclu un pacte avec la barbarie. Une formulation dont la réalité démontre depuis, en 1000 situations et facettes, la réciprocité et l'interchangeabilité des termes de l'énoncé freudien. La barbarie, pour reprendre les termes de Freud, n'a aucune difficulté à passer des pactes avec les progrès technologiques et les technosciences. Cette illusion, c'était celle émanée des Lumières, dont l'idéal progressiste du 19e siècle, démocrate et républicain, avait fait du savoir et de la technique les vecteurs du progrès social et un allié d'une émancipation citoyenne et démocratique. Elle ne savait pas ou voulait ignorer que le progrès des sciences et techniques et le progrès de l'humain dans l'homme ne marche pas d'un même pas. Elle ne savait pas possible l'enlacement du plus archaïque de l'humain au plus moderne de la technique. D'autres, non plus, ne furent pas dupes, en plus de Freud, d'Adorno ou de Bloch que je viens de citer. Pensons à Jacques Ellul, à Hans Jonas, à Gunther Anders, par exemple. Ils avaient reçu l'avertissement en filigrane des épouvantes totalitaires et n'avaient pas besoin d'aller chercher chez le criminel de pensée, comme on dit criminel de bureau, Heidegger. Vous savez, celui qui disait que les Juifs s'étaient auto-exterminés, comme d'autres s'y sont pris les pieds pour trouver les paramétrages d'une mise à distance d'un technicisme magnifié. Celui-ci, néanmoins, rebondit dans l'élan qui accompagna la période 68arde avec les radios libres en anticipation d'Internet. Tout un discours se mit en place qui attribua aux nouvelles technologies la charge de porter les promesses auparavant confiées au prolétariat. Une illusion messianiste des nouvelles technologies de la communication sema à cette époque ses accents sur toute innovation dans ce secteur. La radio d'Émile Collines au Rwanda, les réseaux et sites internet d'Al-Qaïda et de Daesh sont là en épouvante pour rappeler le mauvais tour que l'ordre ordinaire de l'humaine condition fait subir, avec une constante qui prend un caractère d'invariabilité métaphysique aux espérances les plus insistantes en ces domaines. Nous allons entendre Marc Nobel nous présenter le fruit de son travail vigile, de longue durée et de bien dure épreuve sur la cyberhaine dans sa grimace propagandiste antisémite sur Internet. Il y témoigne en fait documenté, authentifié, analysé de la permanence du sujet juif comme objet enquisté de détestation, prépositionné et reconduit comme cible. Comme disait Jean-Pierre Faye, je le cite à nouveau, « Une chose
est plus redoutable que les irrégularités de langage décrites par Georges Bataille, ce sont certaines grandes régularités du langage dans l'histoire. Eh bien, en fait, de grandes régularités, nous sommes servis. Cette cyberhaine constitue un des segments d'une rétrogradation funeste, pour employer une expression empruntée à Condorcet grâce à l'amicale suggestion de Laurent Lotti, qui frappe tous les paramétrages des architectures de la raison et l'ensemble des dynamiques de diffusion des flux de pensée. Leur régime de transmission antérieur, universités, bibliothèques, revues, conclaves, etc., s'en trouve aujourd'hui percuté, déstabilisé, modifié dans ces asymétries légitimes. Cette cyberhaine est voisine encore en symptôme des effondrements des régimes de confiance, selon l'expression de Marc Angenot que nous entendrons, je l'espère, à la rentrée. Effondrement qui ouvre un boulevard au démantèlement des gains, fruits de l'œuvre pluriséculaire de la connaissance. Mentionnons les platistes doutant que la Terre soit ronde, ou les anti-vaccins s'inventant des injections de masse de nano-instruments de contrôle au prétexte déclaré trompeur, d'une Covid qui alors tangue entre son inexistence ou la fabrique délibérée du côté de chez Bill Gates. Les fadaises ne manquent pas. Cette cyberhaine est facilitée en ambiance par l'ascendant narcissique des opinions sur les disciplines de la vérification, par l'instantané court-circuitant de la jectance contre le temps incompressible des recherches authentifiantes et validantes, par l'évidence impensée pourtant que la mondialisation des réseaux est une massification des populations, un bras de fer inégal qui pourrait être fatal. Elle participe d'un paysage de démembrement des montages qui semblait garant d'acquis pour l'humanisation de l'homme. Elle est concomitante d'un monde où le vrai et le faux s'indistinguent, sous l'abri du cuistre manteau d'un relativisme mondain. Elle est, dans ce paysage, la manifestation la plus éloquente d'une crise générale civilisationnelle où se nouent le cognitif, l'éthique et le psychique et qui les montre liés dans leur effondrement. Cette cyberhaine, Marc nous la rapporte dans ces trois constellations conjointes, l'extrême droite, l'extrême gauche et l'islamisme. Il en souligne la porosité et les points de passage. On pense immédiatement en le lisant à l'observation qu'Hannah Arendt avait fait de l'antisémitisme nazi, non pas l'expression d'un nationalisme extrême, mais fonctionnant d'emblée comme une internationale, s'assurant des complaisances et des complicités par-delà les frontières du Reich, s'agrégeant des pans des antisémites à gauche, s'associant des courants nationaux chrétiens dans plusieurs pays de l'Europe centrale et de l'Est qui, saisis et aveuglés par la séduction anti-juive, ne perçurent pas le paganisme structurel du nazisme et son antichristianisme de fondement. L'eugénisme et l'euthanasie avaient été le point de passage entre la gauche progressiste scientiste et le nazisme dans les années 20-30 dans les milieux médicaux, a pu montrer l'historien anglais de la médecine Paul Wendling. L'antisémitisme sous son nom de couverture, l'antisionisme, est le point de passage par lequel les trois univers incompossibles explorés par Marx, l'extrême gauche, l'extrême droite, l'islamisme, deviennent compossibles, peut-être confluents, par justement ce portail-là. Sinon, comment comprendre les yeux de chimène des libertariens aux mœurs païennes pour un islamisme tyrannique et puritain? Avec Marc Nobel, on circule dans les manifestations d'un agrégat de névroses victimaires, de psychoses paranoïaques et de perversité aiguë, avec la haine en passion commune. Souvent, on se dit, à le lire d'ailleurs, que la phénoménologie de la haine comme passion ne suffit peut-être pas à attraper et signifier tout ce qui se trame dans les scrupuleux relevés d'Arpenteur qu'il en fait. Au-delà de la haine, on entend une jubilation de faire mal et de faire le mal, de ce mal dont parle la philosophie morale, voire par exemple Vladimir Yankelevitch, l'éthique spinoziste, la raison kantienne ou la clinique freudienne. Saluer ici le travail de Marc ne suffira pas, il nous faut encore lui être reconnaissant du coup subjectif de se coltiner les remugles souillants des pathologies de la destruction, cette concaténation de névroses, de psychoses et de perversions qui s'y déploie. Son travail, fruit de longues années, vient de paraître, donc, comme l'a dit Sarah, mais je préfère le répéter, aux éditions Hermann dans la collection Questions sensibles, fondée et dirigée par nos amis Céline Masson et Isabelle de Meckenem. Il est accompagné en amitié d'une préface de Pierre-André Taguieff, que nous avons entendu il y a quelques séances, et d'une postface de Smaïn Lacher. Je voudrais, avant de lui laisser enfin la parole, vous lire les premières lignes de la préface de Taguieff. On ne saurait mieux dire en condensé ce que Pierre-André dit lui-même de Marc Nobel.
Depuis les années 90, Marc Nobel, citoyen engagé, doté d'un solide sens moral, s'est fait le chroniqueur scrupuleux des haines et des violences racistes ainsi que le sismographe des mobilisations anti-juives, parallèlement à ses travaux d'historien consacrés notamment à l'affaire Dreyfus, à un idéologue raciste comme Georges Montandon ou au néo-nazisme. Chroniqueur au sens médiéval du terme, il ne cesse depuis près de 2 décennies de consigner, de classer et d'analyser les événements significatifs qui ponctuent les vagues anti-juives en France comme dans d'autres pays. Il a été l'un des premiers observateurs à souligner l'importance d'Internet et des réseaux sociaux dans l'intensification, l'accessibilité croissante et la globalisation des incitations à la haine et à la violence contre des groupes humains, en particulier contre les Juifs. Il s'est aussi penché sur la question de l'indifférence à la haine anti-juive qu'on rencontre dans certains milieux antiracistes qui privilégient la lutte contre l'islamophobie en supposant que l'antisémitisme est une chose du passé. Dans ses livres et ses nombreux articles, il a réuni une précieuse documentation, développé des analyses rigoureuses, des documents et présenté des interprétations stimulantes des événements concernant son champ de recherche où les passions anti-juives occupent la place centrale. Par ses interventions publiques, enfin, il a mis son savoir et ses compétences de pédagogue à la portée d'un large public, qu'il a contribué à éclairer sur la face sombre de nos démocraties. Comment dire mieux? À toi, Marc. Bon, ben voilà, tout est dit, alors on arrête. Non, mais d'abord, tout dans la vie est question d'amitié. Moi, je crois fermement en l'amitié. D'abord la tienne, Gérard, parce qu'on se connaît depuis de te voir comme ça, parler de mon travail, de mon engagement, dans le cadre qui est le tien, on se parle souvent au téléphone, et il est toujours très plaisant de t'entendre, tu es un ami sincère, quelqu'un humainement de remarquablement bien, avec un très fort sens moral, et quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, pas seulement que tu as fait, et qui n'ont pas été des plus simples, notamment le Shoah, mais tu sais allier la Shoah à d'autres travaux, notamment sur le rire, parce qu'il faut rire aussi de temps en temps, et même souvent, parce que le monde n'est pas fait que de barbarie et de haine. L'amitié est porteuse de sens. Je dois à Pierre-André, que je connais depuis 30 ans, cette amitié, cet honneur qu'il m'a fait d'une préface. Je dois à Smaïn Lacher, qui est quelqu'un de formidable humainement, que j'aime beaucoup, la postface, et puis nos conversations aussi très nourries tous les jours. Je dois à Céline Masson beaucoup, et à Isabelle de Mecnen également, qui sont les directrices de collection de cette très belle collection qui s'intitule Questions sensibles. C'est une très belle collection, je lui souhaite une longue vie et de prospérer plus en avant aux livres qui vont nous faire penser le monde tel qu'il est, décrypter, déconstruire, analyser, développer, ce dont nous avons tous besoin à l'heure actuelle. Je dois à la maison d'édition Hermann et à Arthur Cohen également et son équipe, je dois de m'avoir fait confiance pour ce travail et je dois aussi à moi-même de trouver de temps en temps l'énergie de le faire. Je ne suis pas préparé à cet exercice en fait, parce que le Zoom, c'est un truc étrange. On est chez soi, alors j'ai mis un décor neutre, j'ai des volets derrière moi et un beau jardin devant moi, donc j'entends le bruit des oiseaux et ça m'apaise, mais ce n'est pas un exercice utile. Je n'ai pas de texte à lire, donc je vais parler comme je l'entends. Je vais devoir parler, je vais utiliser la personne, j'en suis désolé. Ce n'est pas forcément dans mon habitude, mais je voudrais prendre comment je suis arrivé à m'engager sur ces sujets et pourquoi ces sujets sont si importants pour moi. Quelquefois, on me dit merci pour votre combat. Et je suis très étonné qu'on me dise ça, parce qu'en fait, ce combat est le combat de chacun d'entre nous. Il faut des gens qui le mènent, mais ce combat est le combat de chacun d'entre nous. Ce n'est pas spécifiquement le combat d'un zéro, c'est le combat de chaque personne
qui croit en l'humanisme, en la beauté du monde, en l'humanité, en la fraternité du monde, et qui veut s'opposer au mal, à la haine, à la barbarie. J'ai noté cette très belle citation. Nous trouvons que le Père a trouvé un pacte avec la barbarie. C'est hélas vrai. J'ai vu jusqu'à vomir des choses que je n'aurais pas dû voir sur Internet. J'ai vu des choses qui m'ont fait souffrir. J'ai vu des choses qui m'ont fait mal. Et c'est parce que j'ai eu mal aussi que j'ai pu travailler. Parce que j'étais tellement abasourdi par ce que j'ai vu que je ne pouvais que me révolter de ce que j'avais vu. Et je ne pouvais ensuite que transcrire par des mots ou par écrit ce que je voyais, parce que justement, ce que je voyais était au-delà de mes forces en tant que tel. Pas seulement parce que je suis de... Ensuite, c'était trop facile. En fait, je ne fais pas de différence à partir du moment où on atteint l'humanité, quelle que soit l'humanité que l'on atteint, on atteint toute l'humanité. Nous ne sommes, en tant que juifs, qu'une partie infinie d'une humanité bien plus vaste. Et dans les agressions nombreuses que l'on commet à l'heure actuelle contre tout un tas de gens dans cette virtualité, il y a des agressions qui sont adressées à d'autres et qui sont quelquefois aussi terribles, si ce n'est même plus terribles, et qui atteignent l'humain dans toute sa profondeur. Ce que je vois, ce sont des poubelles, en fait. Et permettez-moi l'expression, je mets les mains dans la merde. Dans la merde. Tous les jours. Tous les jours. J'ai pas de répit. Et le pire, c'est que souvent je suis seul. C'est-à-dire que j'ai pas la possibilité d'exprimer ce que je ressens forcément quand je vois des choses. Parce que moi, qu'un seul outil, cet outil qui me permet de communiquer avec vous, qui est un ordinateur portable, comme quoi on peut travailler avec très peu d'outils, hein. Un ordinateur portable, un HP à 400 balles. Et à partir de là, je me mets au boulot. Et j'essaye de voir, de comprendre ce qui s'y passe. Et le fil conducteur de mon engagement, c'est comprendre la haine. Ce qu'est la haine, comment elle se développe, qui sont les gens qui l'instrumentalisent, quelles sont les relations, la relation qui existe entre eux, quelles sont les interconnexions qui existent entre eux, pourquoi sont-ils devenus ce qu'ils sont devenus, que veulent-ils nous dire, quelles sont leurs obsessions, quels sont leurs fantasmes, quels sont leurs cris, mais aussi quelque part quelle est leur douleur. Donc, c'est tout ça qui passe, et ces gens-là lisent rationnellement un outil, le même outil que le mien. Ce n'est peut-être pas un portable, c'est peut-être un poste fixe, mais c'est un ordinateur composé d'un clavier et d'une souris. Ils vont, avec cet instrument, ces instruments de travail, à la place d'humaniser le monde, le détruire. À la place de réunir le monde, le diviser. À la place d'aimer le monde, semer la haine. À la place d'embrasser le monde, le brutaliser. Et tous, autant qu'ils sont, quelle que soit l'idéologie qui soit la leur, l'évolution qui est la leur, l'humaine condition qui est la leur, ils vont se précipiter pour dire tout le mal qu'ils pensent des uns et des autres. Et la haine est mon fil conducteur de pensée et de travail depuis de nombreuses années. Alors, j'ai fait 4 livres sur la haine en l'espace de 10 ans. Je ne sais même pas humainement comment j'ai pu en faire. C'est trop demander à un être humain, mais je m'y suis mis. Le premier est celui-ci. C'est celui-ci, l'Internet de la haine. C'est le premier travail que j'ai fait sur ces questions. C'est un texte, publié en 2012. Je dois vous expliquer le pourquoi du comment. En 2000, la CNCDH m'a approché, la Commission nationale consultative des droits de l'homme m'a approché pour me proposer de remettre tous les ans une étude sur le racisme et l'antisémitisme sur Internet, une étude qui sera donc publiée dans le cadre de leur volume et rapport annuel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme qui est remis tous les ans au Premier ministre. Ça tombe bien, nous sommes le 8 juillet, aujourd'hui, le rapport 2020 de la CNCDH est remis au Premier ministre. Et aujourd'hui, vous verrez plusieurs articles qui porteront sur les travaux de la CNCDH. Et donc pendant 12 ans, de l'année 2000 à l'année 2012, j'ai été rapporteur de la CNCDH pour ces questions, remettant chaque année une étude qui était publiée dans chaque volume de 2000 à 2012
publiés par la Fondation française de la CNCDH. Et j'ai demandé de réunir tous ces textes pour en faire un volume, en y ajoutant une préface, en changeant quelque chose et en y ajoutant une introduction, pardon, une préface. Le texte a été effacé par Stéphane. Suivi, j'ai eu un fil conducteur qui m'a permis de suivre chaque année ce qu'il en était en ce domaine en tant que tel. Comment les choses évoluaient, comment les choses se fabriquaient, comment les choses se dressaient devant nous et qu'est-ce que l'on essayait de faire, comment on pensait ces sujets ou on ne les pensait pas en réalité. Et puis, en 2013, je publie un second volume qui s'intitule « Haine et violence antisémites, menace sur la République », parce que, comme l'ensemble, je pense, de mes coreligionnaires, j'ai été pris en état de sidération, à partir de octobre 2000. Tout d'un coup, on pouvait lancer des cocktails Molotov contre des synagogues. Tout d'un coup, un homme porte une kippa sur la tête, on pouvait l'insulter, lui cracher au visage, le frapper. Tout d'un coup, parce que des enfants étaient scolarisés dans les écoles laïques, mais de confession juive, on pouvait les insulter. Les parents prenaient peur et ils déplaçaient leurs enfants, au bout du compte, parce qu'ils se sentaient désarmés, parce qu'ils n'étaient pas. Et ils les déplaçaient pour les mettre dans des écoles confessionnelles, y compris des écoles catholiques. Tout d'un coup, des attentats ont eu lieu. Tout d'un coup, des crimes antisémites ont eu lieu, parfois basés sur de vieux préjugés. Celui de l'argent. C'est le meurtre épouvantable d'Ilan Halimi. Et puis les islamistes s'y sont greffés. Et Arié Pensemoun, qui est quelque part par là, qui doit m'entendre, l'a vécu dans sa chair, dans sa tête, dans son cœur, de 2012, terrible, au mois de mars, à Montauban et à Toulouse, dans l'école aux Aratora, lorsque ce sauvage est arrivé à l'intérieur de l'école et y a massacré 3 enfants de 4, 5, 7 ans et le père de 2 d'entre eux, qui étaient également enseignants dans cette école. Puis d'autres crimes ont lieu. Mais l'état de sidération, c'est que nous n'étions pas prêts à vivre tout cela. Et puis, aujourd'hui, je regarde ce qui se passe et je suis interviewé pour parler de l'antisémitisme au Canada et aux États-Unis. En fait, aux journalistes, ils vivent là-bas ce que nous avons vécu bien avant eux, en 2000. Je suis rendu, par exemple, j'avais été invité par l'université McGill en 2015 à Montréal. J'avais été très étonné de voir que les centres communautaires juifs n'étaient pas surveillés. Qu'on entrait dans un centre communautaire comme on entrait dans un moulin. J'étais inquiété, je leur avais dit, faites attention, ça peut vous arriver, ça va vous arriver. Puis je pensais qu'on ne m'entendait pas en fait. Et maintenant, je vois ce qu'il en est de cette chasse aux Juifs dans certains endroits, à Los Angeles ou à Montréal, parce qu'il y a eu un conflit à quelques milliers de kilomètres de là. Et l'état de sidération de ces gens, en fait, c'est ce que nous avons vécu. Qu'ils vivent, eux, avec beaucoup de retard, parce qu'ils ont été épargnés, mais le temps de l'insouciance est terminé. Voilà. Et puis, j'ai publié ensuite, en 2015, je m'excuse encore de parler de moi, première personne, mais c'est pour vous faire comprendre mon cheminement intellectuel, la pensée et mon combat. J'ai publié ce livre, L'indifférence à la haine, parce que je me suis rendu compte, en fait, que, au fond, une citation extraordinaire de Martin Luther King, « Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. » En fait, de 2000 à 2003, moi, j'ai constaté que beaucoup étaient, comment dire, sourds à entendre que l'on frappait des juifs parce que juifs, au nom d'un conflit lointain et de bien d'autres raisons. Ils étaient sourds. Ils étaient indifférents. Et j'ai constaté également de très nombreuses indifférences. Par exemple, quand il y a eu un attentat qui avait été commis à l'université Garissa au Kenya par des shebabs islamistes en tant que personnes ont été massacrés par ces islamistes qui leur demandaient de réciter une sourate du Coran pour voir s'ils étaient musulmans ou s'ils ne l'étaient pas. Et s'ils ne l'étaient pas, ils les tuaient. J'ai vu qu'à Paris, il y avait 100 personnes dans la rue, en fait, place de la République.
principalement des Kenyans qui vivent en France, s'ils avaient mal. Puis j'ai vu que tout le monde s'en foutait. Et tout le monde s'en fout. C'est incroyable de voir comment on est rapetissé à l'état de son périmètre, sans voir ce qu'il y a au-delà, et de considérer que seules nos souffrances sont les meilleures, sont les bonnes, dans cette course victimaire qui existe entre les uns et les autres, ou de considérer qu'il n'y a pas du tout de souffrance, pas de victime, pas de mal, pas de malheur, et que ça mériterait notre indifférence. Alors, ça pose d'énormes questions, et puis par ailleurs, je dois dire aussi, quand il y a eu cet énorme rassemblement après l'attentat contre Charlie Hebdo, j'étais à LCP le jour même à commenter ces informations, et j'étais sur le plateau pendant plusieurs heures, puis je voyais tous ces gens qui disaient qu'ils étaient Charlie. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup étaient hyper kéchers, en vérité. Alors je comprends, hein, on les massacre. Charlie Hebdo, c'est un symbole parmi tous les symboles, chose horrible. Mais il y avait des passants, des gens qui n'avaient rien demandé au fond, qui se sont trouvés par hasard pour y être massacrés par un fanatique. Et puis, au bout du compte, nous approchons, 6 ans se passent, je publie, je travaille, je n'ai pas l'idée de faire un bouquin. Et puis, à un moment, je vois des choses horribles et je me dis, je dois retravailler sur le thème de la cyberhaine et le faire différemment de ce que j'ai fait précédemment. Je dois tout mettre en perspective historique. Je dois faire un travail qui couvre 40 années, des années 80 à aujourd'hui, enfin à 2020, puisque le livre a été écrit jusqu'au mois de septembre-octobre 2020. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avant que Internet existe, la diffusion était limitée. Elle était artisanale. Je vais vous donner un exemple. Il y a un très bon reportage qui avait été fait par une ancienne journaliste de Libération, Annette Lévy-Villard, qui avait travaillé sur les néo-nazis dans les années 80. Alors, elle avait avec sa caméra suivi un bonhomme, un mec, qui s'appelait, je pense qu'il est mort maintenant, qui s'appelait Gary Rex Locke. Ce type habite l'État de Nebraska, il avait reconstitué, puisque là-bas c'est pas interdit, il avait reconstitué un parti nazi qui s'appelait le NSDAP-AO, la reconstruction du parti nazi socialiste allemand. Et tous les ans, le 20 avril, Gary Rex Locke prenait un avion, quittait les États-Unis, se rendait en Allemagne. Pourquoi le 20 avril? Parce que le 20 avril, c'est la date anniversaire de la naissance d'Adolf Hitler. Et où allait-il? Il allait à Munich. Pourquoi Munich? Parce qu'à Munich, dans la brasserie où Hitler, dans les années 20, haranguait la foule, fanatisait la foule, montait sur une table et avec toute l'énergie et la puissance du mal qui était la sienne, arrivait à désigner l'ennemi par excellence, le juif, eh bien, des néo-nazis, des nazis, d'anciens SS, des négationnistes, bref, de sales types se réunissaient dans cette brasserie tous les 20 avril, et Gary Rex Locke venait avec son cartable, il ouvrait son cartable, il y déposait un catalogue de vente de la maison d'édition de son groupuscule, c'est-à-dire des ouvrages qui étaient traduits en différentes langues. Et autour, gravité venait s'installer comme des guêpes, le catalogue pour prendre commande d'un certain nombre d'ouvrages. Autre exemple, nous sommes à Paris cette fois-ci et nous voyons à Paris quelques librairies en tant que telles. Ces librairies vendaient à l'époque un certain nombre de matériels négationnistes, des livres de la SS, mais tout était caché sous le manteau. Il fallait ouvrir un tiroir, demander entre guillemets au libraire la documentation pour pouvoir l'acheter, et il ne vous la donnait que s'il avait confiance en lui, en vous, pardon. Et d'ailleurs, une partie du catalogue d'Ogmios de l'époque avait été faite avec la collaboration d'un diplomate, c'est sûrement pas pour rien. Et donc ces librairies existaient, mais étaient très peu nombreuses.
Et puis, il y avait les où un certain nombre de choses se diffusaient. Bref, tout était artisanal. Et puis tout d'un coup, arrive l'informatique. Et les premières choses qui arrivent, ce sont des disquettes. Vous savez, les petites disquettes carrées avec un trou là qu'on mettait dans les ordinateurs de l'époque. Et un instituteur de la ville de Linz s'était rendu compte que quelque chose de bizarre se passait. Il voyait de son école échanger des disquettes de la main à la main. Alors il a trouvé ça bizarre, il a confisqué une disquette, il a pris la disquette, il l'a mis dans un ordinateur de l'époque, il a regardé le contenu, et puis il s'est aperçu que c'était un jeu, et dans ce jeu, il y avait des petits bonhommes qui étaient censés représenter des Turcs et des Juifs, et le but du jeu, c'était de tuer le maximum de Turcs et de Juifs en tant que tel dans le jeu. Et les enfants jouaient à ce jeu, comme on échangerait des savons ou des baskets, et ne voyaient plus la différence entre tuer un petit robot dans un jeu et tuer la dénomination de ce robot que l'on a voulu comme étant caractérisé. C'est en fait un juif que vous tuez ou un turc que vous tuez en tant que tel. Il l'avait dénoncé, il avait été menacé, il avait dû quitter la ville de Linz pour se réfugier ailleurs. Et puis en 1996, différentes équipes du Centre Simon Wiesenthal, j'étais à l'époque attaché de recherche au bureau européen du Centre Simon Wiesenthal, commencent à travailler sur la question. Nous nous rendons compte que quelque chose est arrivé, que quelque chose de bizarre se passe, que dans les ordinateurs commencent à exister des choses bizarres, se répandent des choses bizarres. Et donc, un certain nombre de chercheurs, surtout américains, se mettent au travail et commencent à comptabiliser le nombre de sites extrémistes qui peuvent exister à l'époque. En 1996, sites sont comptabilisés, surtout américains. Ensuite, en 1999, 957 sites. En 2000, 10 000. Pour l'année 2010, 11 500. Pour l'année 2011, 14 000. Nous serions incapables aujourd'hui de comptabiliser ces sites tant il en existe, mais les sites qui étaient comptabilisés à l'époque étaient surtout des sites américains. Moi, je m'occupais de la partie francophone, et nous dressions des listes et nous allions présenter ce sujet dans différentes instances et nous commencions à parler de ces questions. J'avais moi-même été auditionné au Palais des Nations à Genève, aux Nations Unies, devant un parterre de diplomates en 1996, pour leur dire « je m'inquiète. Je m'inquiète, voilà ce qui se passe, voilà ce que je crois comprendre. Il y a quelque chose qui se passe. Et je m'inquiète d'autant plus que de l'autre côté, un certain nombre de gens ont compris qu'ils pouvaient utiliser rationnellement l'Internet. » Alors, je disposais d'ores et déjà d'un certain nombre de citations. Ce sont des néo-nazis allemands. Internet offre de gigantesques possibilités pour permettre à la résistance aryenne de diffuser notre message aux inconscients et aux ignorants. Médias de masse dont nous disposons et qui est relativement épargné par la censure. C'est maintenant que nous devons nous emparer de cette arme qu'est Internet afin de la manier avec eux. Tout était dit. Ils ont compris qu'un outil s'ouvrait à eux. Un outil moderne, pratique d'accès, un petit ordinateur, un scie bidon, une souris, un clavier, tout est joué. En plus, quand vous publiez des textes, ils sont indexés dans le moteur de recherche. Vous pouvez envoyer des liens, des textes, et vous allez attraper les gens. Vous allez les amener dans ce giron en tant que tel. Et lorsque j'avais dénoncé cela, donc vous voyez que c'est un engagement qui ne date pas d'aujourd'hui, les diplomates américains nous disaient mais c'est la liberté d'expression, trouvez le moyen de leur répondre. Les États-Unis sont une très grande démocratie, mais nous n'avons pas forcément les mêmes modèles. Et moi, je pense fortement que quand on injurie, quand on menace, et quand il y a du racisme et de l'antisémitisme, ce ne sont jamais des opinions, jamais. Ce sont toujours des délits, toujours.
Et par conséquent, il faut répondre à ces délits. Non pas engager un dialogue avec ces fous furieux, non, mais il faut tenter de trouver des solutions. Il faut se battre. Se battre. Se battre, c'est se battre. Et obligation de signaler des contenus indésirables aux plateformes. Les plateformes doivent avoir des obligations. Nous parlons d'Internet. Je parle des plateformes. Nous avons engagé une procédure. On a un petit problème de connexion. Je vais demander à Monsieur Nobel de se reconnecter. Je tombe sur sa messagerie. Je présume qu'il va se reconnecter dans quelques minutes. Gérard, si tu veux faire quelques commentaires. Écoutez, moi, j'aurais voulu faire des commentaires comme il pourrait m'entendre aussi. Donc, je vais essayer d'attendre qu'il vienne, mais je vous engage déjà par anticipation, puisque si la reconnexion se fait, de toute façon, il y a la possibilité de discuter et de parler avec lui et de lui poser au moins des questions. Donc, pensez déjà aux questions que vous pourriez lui soumettre lorsqu'il aura clôturé son intervention et qu'il sera disponible pour les questions. Moi, je voudrais souligner juste en attendant que j'ai une grande admiration pour le travail de Marc, une grande estime pour lui, comme j'ai pu le dire, donc il n'est pas là pour m'entendre, et que son livre Cyber-Haine, c'est un livre que chacun doit aller visiter parce qu'il a fait le travail. Est-ce que vous me voyez ? Le voilà, qui revient, je crois. Marc ? Alors, je vous entends, Marc, mais je ne vous vois pas. Je vous entendais. Je suis voilà. désolé, il y a eu un problème de… Voilà, ça y est, c'est bien, Marc. Vas-y. Je suis désolé, ça, c'est des choses qui m'échappent totalement. Il y a eu un problème de connexion. J'ai cherché désespérément à vous retrouver collectivement. Je suis heureux de vous retrouver. Bon. Nous aussi. Donc, du coup, je ne sais plus ce que je vous disais. Ah oui, donc nous avons engagé 6 associations, un référent en urgence contre Twitter dernièrement. Les 6 associations sont l'Union des étudiants juifs de France, la LICRA, SOS Racisme, SOS Homophobie, le MRAP et J'accuse, l'association que je préside. Pourquoi ? Pourquoi avons-nous engagé un référé ? Parce que nous avons fait des testings, nous avons signalé à Twitter, individuellement, anonymement, un certain nombre de posts, de tweets absolument dégueulasses, et très peu ont été modérés. Alors, quand je vous dis très peu ont été modérés, ce sont les chiffres suivants. Pour le dernier testing qui a été fait en tant que tel, sur 70 signalements qui ont été adressés, 50 n'ont pas été supprimés. Donc, et c'était le 3e testing que nous faisions. Donc, nous avons cette fois-ci définitivement compris que la modération n'est pas faite suffisamment. Et donc, par référé, nous nous sommes adressés au juge. Et pour la première fois, ça c'est une première mondiale, le juge nous a entendus. Et le juge nous a entendus parce que nous demandions à ce qu'un expert soit nommé afin de voir comment cela fonctionne sur Twitter. Alors, donc, le juge, lors du référé, a entendu nos arguments. Il n'a pas décidé de nommer un expert. Par contre,
il fait état de nos recommandations et de nos demandes, et voici ce qu'il ordonne à la société Twitter. Il ordonne à la société Twitter, dans les 2 mois à venir, de fournir tout document administratif, contractuel, technique ou commercial relatif aux moyens matériels et humains mis en œuvre dans le cadre du service Twitter pour lutter contre la diffusion des infractions d'apologie de crimes contre l'humanité, l'incitation à la haine raciale, à la haine à l'égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle, l'incitation à la violence, notamment l'incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des atteintes aux dignités humaines. Le juge ordonne à Twitter de communiquer les informations suivantes: le nombre, la localisation, la nationalité, la langue des personnes affectées au traitement des signalements provenant des utilisateurs de la plateforme française de ces services de communication au public en ligne. Le juge ordonne que Twitter communique le nombre de signalements provenant des utilisateurs de la plateforme française de ces services en matière d'apologie des crimes contre l'humanité et d'incitation à la haine raciale, les critères et le nombre des retraits subséquents. Je m'explique. Ce que nous avons dit au juge, c'est apparemment ça ne fonctionne pas, pas assez. Des gens sont agressés sur Twitter, ça n'en finit pas, c'est tous les jours, tous les instants. Mais nous ne savons pas où sont les modérateurs. Combien sont-ils? Où sont-ils? Qui les forme? Quelles connaissances ont-ils de ces sujets? Comment s'effectuent les demandes? Comment les réceptionnent-ils? Quel temps consacrent-ils à chaque signalement quand des signalements leur sont adressés? Comment fonctionne leur hiérarchie? Et d'ailleurs, tiens, au passage, combien sont-ils payés? Parce qu'on s'est aperçu, et nous le savons maintenant, qu'un certain nombre de ces modérateurs sont quelquefois très loin de chez nous. Par exemple, Facebook utilise des modérateurs anglophones qui sont aux Philippines. On les paye 2 cacahuètes et demie pour voir toute la journée des horreurs à n'en plus finir. Pédophilie, décapitation, scènes de viol, des choses absolument horribles, qu'ils se bouffent toute la journée comme ça, et jusqu'à en tomber malade en fait, malade. Donc, voilà pourquoi nous sommes intervenus pour dire cela suffit. En fait, c'est le bordel. Vraiment, c'est le bordel. Et d'ailleurs, Twitter, c'est quoi? C'est ce qu'on voit avec les réseaux sociaux, c'est l'anonymisation. On vous dit, ouvrez un compte, utilisez un pseudonyme, appelez-vous Cacahuète22 ou Oiseau23. Donc, si vous vous appelez Cacahuète22 ou Oiseau23, et non pas par votre nom, vous pouvez débiter toutes les horreurs que vous voulez puisque vous êtes anonyme. Et donc, sur ces plateformes, nous avons exactement les mêmes problématiques. Les mêmes problématiques. L'anonymisation, la simplicité de l'utilisation, les internautes qui de facto sont totalement débridés, le mimétisme quand des messages violents sont publiés, très très vite avec la rapidité à laquelle cela s'effectue et la viralité à laquelle cela se passe, les messages montent en graduation violence. Ah, je n'aime pas les Noirs. Un. Ah, mais je n'aime pas les Noirs parce que deux. Ah, mais je n'aime pas les Noirs parce que deux. Et d'ailleurs, ils m'ont fait trois. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça explose en violence. Cette viralité, elle est terrible. Elle est même consignée des fois avec un certain nombre de hashtags. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a eu un conflit entre Israël et le Hamas à quelques 3700 km de là, de chez nous, ici en France. Plusieurs hashtags ont été ouverts, dont certains s'appelaient Genocide in Gaza. But de ces hashtags, susciter l'empathie chez ceux qui vont les regarder, et à coup d'incantation, à coup de folie, d'images décontextualisées, quelquefois vraies, parce que malheureusement, dans des guerres, il y a des victimes, et c'est toujours malheureux, mais quelquefois, des images étaient fausses. Il s'agissait de victimes du conflit syrien, et à coup de cris de haine et de cris de revanche, ça montait en puissance et en sauce. Et nous retrouvions toute cette sauce et cette cocotte minute en tant que telle qui est complètement explosive. Comment voulez-vous, dans ces conditions, que nous déconstruisions tout cela, que nous appelions
à un peu de retenue, à moins de passion, plus de recul, et à déconstruire des messages de haine qui se précipitent. C'est comme une avalanche de neige. Comment voulez-vous arrêter une avalanche de neige quand vous avez en face de vous une avalanche de neige qui vient vers vous? Vous êtes complètement démunis. Donc il faut s'emparer de ces sujets, il faut y aller, et il faut dénoncer ce qui doit l'être. Nous n'avons pas d'autre choix. Et d'ailleurs, cela marche, puisque dans l'exemple que je vous ai donné, le juge en tant que tel nous a suivis, et puisqu'il demande des comptes à Twitter, c'est une première mondiale. Ce que vous devez savoir, c'est que un certain nombre de gens utilisent l'Internet très rationnellement pour délivrer tous les messages de haine qu'ils veulent délivrer. Et donc, tu l'as vu, Gérard, il y a deux grandes typographies dans le livre. Une qui porte sur Soral, une qui porte sur Dieudonné. Et je m'intéresse à beaucoup de personnages. Il y a 660 notes, je suis beaucoup de personnes en tant que telles. Mais quand on parle de Soral, sur YouTube, sa chaîne qui s'appelait Égalité et Réconciliation, TV officielle, eh bien, elle a compté 1200 vidéos. Elle a compté 185 000 abonnés. Elle a cumulé depuis 2010 près de 80 millions de vues. Mais elle a été supprimée par YouTube en juillet 2020. Et c'est une bonne chose qu'elle ait été supprimée. Quand on parle de Dieudonné, vous savez, Dieudonné, moi je l'ai vu dans les tribunaux. J'ai passé mon temps quelquefois dans les tribunaux à témoigner. Je voyais arriver Dieudonné en Bermuda, en train de se marrer parce qu'on montrait sa vidéo. Il se pouffait de rire. Et puis il parlait, il jouait sa victime. Et puis quand il avait terminé de parler, il se barrait. Il n'avait pas envie de nous entendre. Et il se marrait. Dieudonné, sa chaîne a compté sur YouTube 370 000 abonnés en octobre 2019. Certaines de ces vidéos ont été vues 1 100 000 fois, 1 300 000 fois, 1 400 000 fois. Les vidéos généralement déposées par Dieudonné sur YouTube comptaient de 200 à 400 000 vues. Et quand Dieudonné est assis devant son bureau, alors il porte une tenue et puis il y a des objets derrière lui, il y a un ananas, il y a la photo de une affiche pour annoncer ses spectacles, quelquefois un Jésus. Enfin, il y a tout un attirail qui est là derrière lui. Et Dieudonné, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Au fond, il a choisi un trajet de vie, personne ne l'a obligé, c'est lui qui a fait ce choix. Mais il consigne tout sur son cahier et il lit son cahier. De temps en temps, il lève la tête, il se marre, puis il sort un truc qu'il n'a pas écrit, mais juste à côté de l'écran où vous le voyez, où vous pouviez le voir en tant que tel, il y avait une série de messages qui étaient consignés, qui se déballaient les uns après les autres. Alors truffés de fautes d'orthographe, de gamins qui regardaient ces vidéos et qui se marraient. C'est marrant, Dieudonné fait marrer, c'est marrant. C'est marrant de dire que les Juifs, que le Shoah n'a pas existé. C'est rigolo, non? Ben, c'est ce qui se passait sur Internet. Et donc les gamins se marraient. Et il n'y avait pas de prof derrière. Et si jamais un de ces gamins disait mais arrêtez, écoutez, vous rendez-vous compte de ce qu'il est en train de dire? Arrêtez, il se faisait dégommer à la seconde par un ensemble de gamins qui étaient pris par le truc, happés. Alors, c'est tout ça, Internet aujourd'hui. Plus les islamistes. Et c'est le dernier chapitre de mon livre. Je suis obligé de résumer parce que j'ai pris beaucoup de temps de parole et je terminerai par là. D'ailleurs, c'est un exercice trop difficile que d'essayer de résumer un livre, un bouquin de 230 pages. Je ne sais pas faire, mais je fais de mon mieux. Bon. Donc, là, pour les islamistes, j'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir, en fait. Pour comprendre, j'ai dû voir. J'ai dû voir comment ils utilisent Internet à des fins de propagande. C'est-à-dire comment vous voyez que tout d'un coup des gens marchent, sont habillés en orange, et puis il y a un zoom sur l'épée qui va les décapiter. Mais le zoom n'est pas n'importe lequel. C'est le zoom avec la lumière qui luit sur la lame et une réverbération du soleil sur la lame.
C'est-à-dire qu'ils ont dû attendre le moment opportun pour avoir cette scène-là, pour capter cette scène en tant que telle. C'est-à-dire l'homme est en train d'affûter l'arme, l'arme du crime, et puis tout d'un coup, il y a un zoom avant sur l'arme avec un reflet du soleil qui, lui, sur l'arme. Et puis il y a les scènes de décapitation. D'ailleurs, c'est aussi une arme qu'ils utilisent, vous savez. Quand vous voyez sur Dabiq, qui était l'une des publications de Daesh, par exemple, cette scène auquel je pense, un escalier, 8 marches, au milieu de la 3e marche, une tête, c'est pour semer la terreur. Gengis Khan, dans son temps, faisait la même chose. Il décapitait les gens, il faisait des tas de têtes pour montrer qu'il était puissant. Et quand il ne s'agit pas de semer la terreur et de faire peur aux gens en leur disant « Regardez ce qui vous arrive, regardez ce qui va vous arriver, bande de mécréants », on voit des zooms incroyables par des gens qui savent travailler, qui savent faire cela d'une manière hollywoodienne. On voit le chevalier en train de tenir le drapeau noir de Daesh, le cheval se cambre, on voit le cheval se cambrer, le type brandit le drapeau, il a une épée entre les mains, et puis on entend une incantation. Et derrière l'écran, il y a un mec qui est seul et qui regarde ces images, auxquelles on fait croire que l'islam dans le monde entier est assiégé par les chrétiens, les juifs, les américains, les français, et je ne sais qui encore, et que la guerre contre la mécréance a commencé et qu'elle se terminera quand le drapeau de Daesh sera planté à Rome, basilique Saint-Pierre. Et le type qui regarde ça, il est seul, comme moi, sauf qu'il n'a peut-être pas les mêmes choses dans la tête. Et ceux qui ont regardé cela sont ensuite devenus les assassins qui ont commis ces crimes. Au fond, il n'y a pas de différence entre les mots tels qu'on les lit, MOTS, et les mots MAUX, tels qu'ils deviendront en ce bas monde. Parce que ces gens exploitent la peur, ces gens exploitent la haine, ces gens exploitent la division du monde et se servent d'un outil de communication où on a pu dire « il est interdit d'interdire ». C'est là toute l'éthique que nous avons. Il est interdit d'interdire, comme si le monde n'était pas fait d'interdiction, en fait. Donc allez-y, dans un monde où on fait de l'argent, et on vous vend Internet comme si Internet, c'était forcément un monde meilleur qu'on nous promet en tant que tel, comme si Internet était la solution d'un monde meilleur en tant que tel. Non, la solution d'un monde meilleur en tant que tel repose en l'humanité, pas en la technologie. Parce que la technologie, c'est aussi ce que les humains en font. Et quand on ne pose pas l'éthique, on arrive aux catastrophes que nous connaissons aujourd'hui. Et ces catastrophes-là, puisque tu as parlé de la radio des 1000 collines, et je terminerai là-dessus, je me suis posé deux questions. Quand il y a eu le génocide contre les Tutsis au Rwanda, il y avait cette radio des 1000 collines à Kigali, mais que l'on ne pouvait pas entendre partout au Rwanda, et qui appelait au meurtre. Allez-y, si dans vos familles, il y a des Tutsis, chers Hutus, massacrez-les, décapitez-les. Mais s'ils avaient eu Internet, c'est peut-être pas 800 000 morts qu'il y aurait eu, beaucoup plus. Et je me suis posé une dernière question simple, on ne peut plus simple. Si Goebbels n'avait pas eu que Rudi Riefenstahl, qui filmait le congrès de Nuremberg, mais s'il avait eu cet outil puissant, composé d'une souris, un iPhone, un ordinateur, combien de morts aurions-nous eu, tant il savait manier la haine et la manipuler. Merci. Merci Marc, merci. Je ne suis pas sûr que je te remercie de l'état dans lequel nous allons passer l'été avec toi. Non, je te remercie. Je te remercie de ton engagement, je te remercie de tout ce que tu fais au bénéfice de nous tous, d'alerte et d'alarme, et de compréhension et d'analyse. Et pendant que tu étais en train d'essayer de te rebrancher entre nous, j'invitais, et je le redis à nouveau, tout le monde à aller se procurer ton livre. Le lire, c'est non seulement le travail est indispensable, la documentation est indispensable, et voilà, et on est obligé de vivre avec cette réalité devant laquelle tu nous mets et nous alertes. Moi, ce que j'observe dans l'ensemble des choses dans la lecture de ton livre, pour continuer à en discuter et à en débattre.
D'abord, en effet, c'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que, et ce que j'essayais d'évoquer, moi, dans le préambule, c'est-à-dire que la modernité est compatible avec l'archaïsme psychique ou l'archaïsme culturel le plus possible. Je veux dire, Daesh a l'air de vouloir établir un monde symbolique qui est celui d'avant la période moderne, et il est capable en même temps d'intégrer, d'utiliser les meilleures écritures de la modernité, issues de la modernité, comme celle d'Hollywood. Hein. Et je me souviens, j'ai d'ailleurs eu l'occasion de te citer dans un ouvrage précédent que j'avais fait, justement ce que tu nous apportais sur cette question comme information que tu avais repérée sur les écritures hollywoodiennes de Daesh dans ces clips de propagande. Il n'y a donc pas du tout d'antinomie entre les deux. Et c'est un des problèmes, parce que ce à quoi nous sommes confrontés, c'est à l'obsolescence d'un certain nombre de nos paramètres d'intelligibilité. On avait connu ça au moment du nazisme, on le reconnaît à nouveau. Des paramètres d'intelligibilité tombent, ils sont débordés. La perversité déborde les routines de savoir dans lesquelles on peut vivre et avec lesquelles on se rassure. Donc, tu as la modernité, tu as l'histrionisme aussi, parce que Dieudonné n'est pas tout seul à faire ça, il est une figure d'une certaine recomposition de la propagande d'extrême droite, par exemple, qui est l'histrionisme. On n'a plus Mussolini en uniforme. On a les pantomimes de Mussolini, mais on n'a plus l'uniforme. L'uniforme, ça peut être justement, comme tu disais, le Bermuda et la chemise à fleurs. Ça, c'est une chose. Mais cet histrionisme est une caractéristique. Et alors, à ce moment-là, on est pris, ah oui, mais c'est de l'humour, on est pris en défaut de nos bienveillances et de nos autosatisfaction à être du côté du monde libre, de la liberté. Et c'est là aussi qu'on est pris en défaut. Donc, il y a une espèce un manque de vigilance, il y a une indolence, comme tu citais tout à l'heure Martin Luther King. L'indolence, l'indifférence, c'est une complicité. C'est une complicité, et cette indolence, c'est une indolence pas seulement active, mais c'est aussi une indolence de pensée. Bon, voilà. Alors maintenant, dans ce que je lisais de ton ouvrage, je pensais qu'il y avait plusieurs dimensions qui étaient, je dirais, des dimensions de pensée, des dimensions épistémologiques même, qui sont sollicitées et auxquelles que tu confrontes avec ce que tu rapportes. Alors, il y a une dimension, par exemple, sociologique. L'expression m'est venue de Marigot amniotique à propos du rôle du rock, le rock nazi, le rock, le rap gangsta, le foot des hooligans, les courants satanistes. Donc là, il y a un travail sociologique qui est convoqué. Il y a du côté du politique, il y a la bataille que tu as entreprise au niveau institutionnel sur l'indolence de la liberté d'expression, la sollicitation des institutions d'État, des institutions du droit pour essayer de faire barrage. Parce qu'en effet, on ne peut pas discuter. Il ne s'agit pas de discuter entre névrosés quand on a affaire avec des pervers. Il s'agit de les arrêter. Mais aussi du côté du politique, tu l'as évoqué tout à l'heure aussi, c'est Waïd Gorgi, qui était ce diplomate iranien et qui a beaucoup aidé l'extrême droite française, la librairie Omnios, etc., pour faire un lien entre le courant iranien. Et moi, j'ai une chose à ajouter. Je tiens ça d'un ami que nous connaissons, François Rastier. François Rastier a repéré dans l'entourage d'Ahmadinejad des intellectuels et des guerriers. Il y a des logiques. Il y a des logiques implicites, sous-jacentes entre l'extrême droite et l'Iran. Voilà des choses qu'on ne sait pas penser. Et puis enfin, il y a la dimension clinique. Alors, la dimension clinique, alors, il y en a une que tu observes très bien, c'est cette espèce de provocation ciblant l'attention des autres, de l'adolescent,
qui fait le malin. Et puis cette provocation-là mute et se fige en une parade identitaire et une identité adoptée. Là où elle est une provocation, elle devient une identité. Et ça, c'est une question clinique à penser. Et il y en a une autre, alors c'est celle avec laquelle j'aurais à discuter avec toi. C'est justement parce que tu as beaucoup insisté dans ton livre sur l'enchaînement soralien et puis de Dieudonné. Tu appelles ça l'étude de leur évolution politique. J'arrive pas à employer ce terme d'évolution politique chez eux. J'ai le sentiment, en lisant tout ce que tu rapportes, qu'on a affaire à un frayage. La haine, elle était préexistante chez eux, dans leur personnalité propre. Et ces individus-là, alors de quelle nature est cette haine? Je ne vais pas rentrer là dans une nosographie psychiatrique ou psychanalytique, mais la haine, elle est là et elle cherche son objet, elle cherche le moyen de s'exprimer, de se réaliser. Elle fraye contre les convenances surmoïques de la bienséance collective. Elle se force, elle s'étoffe, elle se consolide et elle se justifie, elle s'autorise. Et l'endroit où elle s'autorise le mieux, c'est ce qu'on observe, c'est toujours dans le paramétrage antisémite, qui a sa généalogie historique, qui a sa redondance, qui, d'une certaine façon, donne une forme de sécurité, une sécurité de base. Elle trouve sa légitimité puisque c'est un invariant de l'histoire de l'Occident. Et c'est là où je dis, je ne trouve pas qu'il y a évolution politique, je trouve qu'il y a frayage d'une haine qui rencontre quelque chose qui est un invariant de l'histoire de l'Occident. Je me suis intéressé à Dieudonné et Soral parce que je les ai suivis lors des audiences aux tribunaux. Je dois dire ici que c'est une véritable épreuve. Non, bah, je n'en doute pas. Parce que moi, il m'est arrivé des fois d'aller au tribunal et puis j'allais rejoindre nos avocats en salle d'audience. Et puis, je marchais seul. Et en face, il y avait une cinquantaine de bonhommes. Alors, ils vous filment, ils vous toisent du regard. Et puis, tout d'un coup, vous voyez Soral arriver. Il est très violent. Il porte un t-shirt, je suis goy. Puis, il commence à s'énerver au tribunal. Sa violence est inouïe. Inouïe. Et puis, j'ai vu Dieudonné. C'est un autre genre. Par exemple, je me souviens d'une scène, et là je vais te répondre après. Je me souviens d'une scène où nous avions fait témoigner d'anciens déportés. Et puis, une des déportées, à un moment, se sent mal. Donc, elle était devant la barre, elle tient la barre, et puis elle a un vertige. Et Dieudonné était juste à côté, assis à gauche sur les bancs, pour soutenir son ami Soral. Et le même qui a remis un prix de l'infréquentabilité au Zénith à Robert Forisson en son temps, devant un public hilar, les gens se marraient. Le même qui a fait un film qui s'appelle L'Antisémite, où il fait jouer Robert Forisson, il dit tout le bien qu'il pense de la Shoah. Le même qui voulait panthéoniser Robert Forisson, tout d'un coup, voit cette ancienne déportée, lui dit « Mais madame, venez vous asseoir à côté de moi. Venez, madame, vous vous sentez mal, venez. » En fait, quand on regarde Dieudonné, il y a eu plusieurs Dieudonné. Dieudonné, quand j'étais plus jeune, et il était à Dreux contre le Front National, contre Stirbois. Et il y avait peut-être de la parade derrière, mais il représentait quelque chose. En tout cas, auprès de jeunes d'une vingtaine d'années à l'époque, de jeunes de banlieue, de jeunes victimes de discrimination et de racisme. Et il venait parler et il représentait quelque chose, pas seulement pour la gauche de l'époque, mais quelque chose qui pouvait se faire entendre contre le Front National. Et ce qui est marrant, c'est que samedi dernier, il a fait un show. Alors ces shows maintenant se font en pleine nature parce qu'il y a des interdictions. Et Jean-Marie Le Pen, sa femme,
Jean-Marie Le Pen avec sa canne est photographié avec Dieudonné, ainsi que Bruno Gollnisch, qui est, faut-il le rappeler ici, membre du bureau national du Rassemblement national et député européen, ex du Front national et aujourd'hui du Rassemblement national, qui sont photographiés avec lui. D'ailleurs, il y a eu une amitié, on peut dire, maintenant entre Le Pen et Dieudonné. Donc il s'est passé des choses que je raconte longuement dans le livre. Pour Soral, a commencé par flirter avec le Parti communiste. Et puis, parce que Soral a développé un concept, gauche des valeurs, droite du travail, puis il n'est pas resté longtemps au Parti communiste, il a adhéré au Front national. Là, il s'est entaché de Jean-Marie Le Pen, qui lui rend hommage d'ailleurs dans un livre, ce que je raconte dans mon livre, qui lui rend hommage. Mais il n'aimait pas Marine Le Pen parce qu'il pensait qu'elle était peut-être pas à ses yeux suffisamment efficace, ou qu'elle ne lui rendait pas suffisamment grâce de ce qu'il pensait être. Et il l'a quitté parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Il l'a quitté à l'époque le Front National pour créer enfin son instrument, Égalité-Réconciliation. Parce que Soral a créé son instrument dont il est le chef incontesté. Égalité-Réconciliation, c'est Soral. Il y a très peu d'adhérents d'ailleurs, mais par contre, il y a un site internet qui marche, et souvent à la gloire d'Alain Soral. Alain Soral que vous voyez assis sur un divan rouge et qui peut parler pendant 2 heures face à une caméra. Alain Soral qui se prend pour Robespierre à un moment. Alors j'ai une citation ici dans le livre qui est tout à fait sidérante. Mais c'est sidérant en fait, parce qu'il nous parle de décapitation, etc. Mais il y a eu un trajet politique en tant que tel. Il y a eu un trajet politique en tant que tel de cet individu. Et puis il y a eu aussi à certains moments des moments, alors quelque chose qui devait couver avant, ça c'est incontestable, mais il y a eu des moments où quelque chose est arrivé. Par exemple, Dieudonné, le point de rupture, nous explique-t-il, c'est le film qu'il voulait faire sur le Code noir. Il nous explique que le CNC a refusé de subventionner son film. Et puis, très vite, il est arrivé à dépeindre le CNC comme étant rempli de sionistes, entendez par là de juifs, et qu'au fond, les juifs ne s'intéressent qu'à la Shoah et sont complètement indifférents à l'esclavage en tant que tel. Puis à partir de là, il a commencé à surdévelopper cette haine qui n'a pas fini, qui n'en finit plus en tant que tel, quelles que soient ses condamnations. Il y avait sûrement des choses avant, mais il s'est passé quelque chose à un moment donné, peut-être un prétexte quelconque. Soral, à un moment, a écrit un livre avec parce qu'il écrivait des livres dans les années 90, il passait dans les télévisions, et puis un jour, il espérait passer à l'émission de Bernard Pivot, dont je ne me rappelle plus le nom. Oui, j'ai connu ça. Voilà, donc l'émission de Bernard Pivot, et c'est l'un des 3 co-auteurs du livre qui est passé à sa place. Alors, il se passe que celui-ci est de confession juive, et il lui en a tenu tout de suite rigueur. Et ça a surdéveloppé, comment dire, je ne suis pas psy, Oui. Moi, hein, donc moi je ne suis pas du coup tout compétent pour parler de ça, mais il y a eu un état de frustration, et au fond c'est de la faute des Juifs. Pour l'un, ils ne m'ont pas aidé, pour l'autre, il est passé à ma place, c'est moi qui devais y aller, etc. C'est peut-être des choses qui couvaient, mais c'est devenu le ciment quelque part. Absolument, mais ce n'est pas une évolution cognitive, c'est ça que je veux dire, mais on va être obligé d'arrêter, Marc. J'aurais plaisir à ce qu'on poursuive, mais il y a des impératifs horaires pour toi comme pour nous. Mais juste une chose, c'est cette question-là. C'est pas tant qu'on a affaire à une évolution politique qui serait un travail de remaniement sémantique, cognitif, etc., mais c'est en fait ce que tu racontes et qui me paraît tout à fait sensé au sens d'élément déclencheur. C'est un élément déclencheur dans un dispositif psychique qui lui est préalable et qui trouve d'un seul coup son installation là-dedans. C'est ça que je voulais dire. C'est juste cette chose-là. Écoute, on est obligé d'arrêter maintenant. Je le regrette. C'est dommage parce que les gens auraient des questions à poser. Je le regrette. Je suis désolé, j'ai parlé trop longtemps. On va le reprendre, Marc. On va le reprendre à la rentrée. Je vais revenir vers toi hors antenne et puis on va proposer à nos auditeurs et les gens qui sont associés à Elnet de poursuivre avec toi d'une autre façon. Alors, je te remercie encore d'avoir été là.
je te remercie génériquement. C'est moi qui vous remercie, qui remercie Elnet de me laisser l'occasion de vous expliquer ça. Est-ce que je peux dire juste un mot pour saluer mon ami Si Marc Arié Nobel. peut parler, alors c'est parfait. Arié. Non, mais je vais juste, j'ai 1000 choses à dire et donc effectivement, nous ouvrons les débats, mais nous ne les fermons pas. Il y aura d'autres occasions de prolonger la discussion avec Marc. Je voulais juste dire à Marc que je suis tellement heureux qu'il ait pu animer cet atelier républicain avec nous, que je garde de notre collaboration lorsque j'étais encore au TRIP à l'époque, un excellent souvenir. Et il est toujours le merveilleux, à la fois intellectuel et militant que j'ai connu. Et je voulais le remercier d'avoir été avec nous. Merci, voilà, Arié. Pas plus. Je suis content de te voir, mon ami. Il faudra, quand cette purée de Covid soit terminée, qu'on vous comprenne un peu ensemble. Absolument. Merci à tous. Très bien. Bonne journée. Bon, Bonne journée. merci Arié, merci d'avoir pu quand même être présent avec nous un instant. On reprendra donc à la rentrée Très bien. les ateliers républicains. N'oubliez pas le 7 octobre, la journée de colloque qui aura lieu et à laquelle nous vous inviterons et sur laquelle nous vous informerons. Je vous souhaite à tous un bon été, malgré tout ce que tu nous as apporté de plombant, mais c'est comme ça, c'est l'existence. Soyez prudents avec le malotru viral qui nous encombre et qui nous assaille. Et puis, l'ota continua, comme on disait dans nos années de jeunesse. À bientôt. Merci Marc et à bientôt. À bientôt. Merci à tout le monde. Merci à toi.